BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Allez, je vous l'avais promis, on va parler d'open source maintenant avec mon invité Alexandre Zapolsky. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandre, merci d'être avec nous, président de l'Inagora. Les 20 ans de l'Inagora, déjà, le temps passe. Hein, donc, oui. Et puis 20 ans d'accompagnement de cette open source qui, on est en pleine accélération là. Alors, à la fois pour l'Inagora et pour l'open source. Alors oui, nous on a fait l'année passée une très très bonne année, on a fait 29% de croissance et donc on a enfin atteint les 15 millions d'euros qu'on s'était fixés dans notre premier business plan il y a 20 ans. Bon, on s'était dit qu'on le ferait en 10 ans, donc on a mis 2 fois plus de temps que prévu, mais à l'époque... Entre-temps, il y a eu des crises 2008, exactement. Et donc on est très très content. Et puis le marché est actuellement en plein boom. Donc nous-mêmes on n'arrête pas de signer en fait des nouveaux clients. On vient de typiquement remporter le Parlement européen. On va leur installer notre logiciel LeanShare pour l'ensemble en fait du Parlement européen. Et puis on a aussi une grande initiative qui s'appelle OpenPass, qui est notre plateforme de collaboration et de communication. Et on signe là aussi nos premiers grands clients. Qu'est-ce qui a été le déclic un peu de alors cette open source, on l'a vu grandir. Hein, même moi sur les 25 ans, depuis 25 ans, je suis ce domaine-là. Voilà, c'était petit, bon face aux grands logiciels propriétaires. Et puis là, on sent vraiment une accélération. Alors il y a eu évidemment il y a 1 an et demi ce rachat de Red Hat par IBM. Mais enfin, ça fait quand même, 5-6 ans qu'on sent, même les grands DSI en parlent, et l'utilisent. Et oui, parce qu'on regarde sur 20 ans, pendant une quinzaine d'années, on pensait que ça allait dépoter, que ça allait... et enfin, ça arrive. Et ça arrive pour plusieurs raisons. La première, c'est que les grands corporates américains, les géants du numérique américain s'y sont mis à fond. Donc effectivement, ce rachat pour 34 milliards de dollars de Red Hat par IBM, donc qui est extrêmement structurant. Avec le patron de Red Hat qui devient le président d'IBM. Absolument, c'est ça. Vous aurez dit ça il y a 15 ans, justement. La grande boîte qui rachète le petit devient en fait le directeur général. Et le petit de l'open source qui devient le patron de c'est juste IBM. Incroyable. Ça montre à quel point en fait cette vision autour du logiciel libre de l'open source est en train de devenir dominante. Et puis même d'autres géants, c'était moins attendu. Microsoft qui a reconnu très récemment qu'ils s'étaient complètement trompés sur l'open source depuis tant d'années. Et donc eux-mêmes, ils ont racheté GitHub. C'est devenu des grands promoteurs en fait du logiciel libre. Et donc on voit bien qu'il y a un inversement en fait de la preuve. Et puis les fonds d'investissement s'y mettent aussi, donc tous les grands noms de la vallée, et puis y compris des fonds. Récemment, j'ai rencontré le patron de Runa Capital et les gens qui ont fait NGX, revendu 600 millions de dollars à NetApps, actionnaire de MariaDB. Donc ces gens-là, ils ont mis l'open source dans leur thèse d'investissement, c'est-à-dire que ce qu'ils cherchent, ce sont des dossiers open source. C'est aussi pour ça que je l'ai rencontré. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bon, oui, je vais pas dire l'open source est rentré évidemment dans les mœurs, mais que peut-être pendant trop longtemps, on voyait l'open source, il y avait ce côté open qui faisait un peu peur. On se disait, voilà, justement, on ne maîtrise pas tout. En plus, on va chercher des bouts de code qu'on n'a pas forcément développés nous. Il y avait une communauté qui était un peu fermée aussi. On pourra en parler. Mais que là, aujourd'hui, le côté business ressort davantage. Oui, absolument. L'open source a développé finalement des offres, que ce soit dans le domaine logiciel ou y compris dans des domaines nouveaux comme... toute la partie support maintenance. Par exemple, à l'Inagora, on a notre offre d'open source software assurance qui vise finalement à s'engager vis-à-vis de nos grands clients, à ce qu'on supporte et qu'on maintienne, y compris tous les composants open source qui proviennent des communautés. Et ce métier-là, il est vraiment unique, il est propre en fait à l'open source et ça représente chez nous 40% de l'activité globale. Donc ça devient en fait massif. Et donc les grands clients ont confiance. Et donc vous assistez aujourd'hui à des virages extrêmement forts. La Société Générale, par exemple, qui devient en fait non seulement un très grand utilisateur de l'open source, mais eux-mêmes deviennent producteurs d'open source. Et ils ont compris qu'il y avait tout un tas d'intérêts à ça, notamment d'être capable d'attirer les meilleurs talents. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent pas faire autre chose en fait que de l'open source. Et donc c'est un élément aussi très fort d'attractivité, de réduction des coûts, d'indépendance technologique. Et donc il y a l'ensemble du marché qui s'y met, y compris des grands clients comme Total, etc. Et puis n'oublions pas que Android, pour ne pas le citer, c'est développé en open source. Enfin, tous ces grands logiciels sont développés en open source. On a tous de l'open source dans notre téléphone. Rachat de la société T-Wake, justement, ça aussi, ça marque une tendance. Alors, ouais, absolument. Ça, on en est très très fiers. Donc, on vient d'annoncer donc le rachat de Twake. Twake.app, une fantastique start-up. Qui rejoint les offres l'Inagora, et ces gens-là faisaient donc une alternative à Teams de Microsoft,
Mais propriétaire. Mais en logiciel C'est ça. propriétaire. Et donc nous, on les rachète et on va les open sourcer. Tout le code est déjà disponible ou sera en fait disponible très rapidement sur GitHub, comme l'ensemble des codes sources qu'on fabrique. Et donc je crois que c'est la première fois qu'une boîte open source, l'Inagora, rachète une boîte propriétaire, Twake, pour mettre le code en open source. Donc c'est aussi Voilà, un nouveau maturité. Tout à l'heure, vous avez parlé, Alexandre Zapolski, des enjeux de souveraineté. Alors, on sait qu'au début de cette émission, j'avais Cédric O là, pour le cybercampus, donc il parle des enjeux de souveraineté autour du cyber. On va en reparler d'ailleurs dans un instant autour du cloud. Mais là, l'open source, c'est un moyen aussi d'avoir cette souveraineté numérique, de moins dépendre des autres. Absolument. D'abord, la souveraineté numérique, c'est absolument clé, c'est essentiel. Là-dessus, moi, je crois que on a commencé à arrêter d'être naïf. Ce qu'il faut surtout, c'est développer une grande ambition. Et donc, moi-même, je suis en train de travailler sur ces sujets-là. Je ferai des propositions en ce sens. Je crois qu'il faut que le numérique, à l'instar de ce qu'on a fait au cours des 20 dernières années dans le domaine de l'écologie, devienne plus important, plus massif. Et donc, il faut davantage investir dans le domaine du numérique. C'est typique. Si vous regardez aujourd'hui, au niveau de l'État, vous avez en fait des administrations géantes qui portent le sujet de l'écologie. C'est 40 000 personnes qui portent le sujet de l'écologie au niveau de l'État. Vous avez des agences dédiées comme l'ADEME. Et puis, c'est des milliards d'euros qui sont mis pour que les particuliers, les entreprises fassent des projets de rénovation, améliorent en fait l'habitat, etc. Et donc, c'est vraiment un sujet de transformation écologique. On a les mêmes sujets dans le numérique. On le sait depuis 20 ans, 25 ans, on en parle. Mais sauf qu'on n'est toujours pas passé en fait à l'échelle. Donc, ma conviction, c'est qu'il faut renverser la table sur ce sujet-là. Et oui, l'open source est tout à fait essentiel. C'est au cœur de ce sujet de souveraineté numérique. C'est le seul moyen finalement de développer réellement une indépendance technologique vis-à-vis des géants américains et chinois. C'est ce qu'ont compris, vous parliez des administrations de l'État, ils y sont allés beaucoup plus vite que les entreprises privées. Absolument. Ça aussi, ça fait partie de cet élan en faveur de l'open source. Absolument. Le secteur public a montré la voie, et on peut tout à fait citer, c'est connu, la gendarmerie, mais aussi le ministère des Finances, les ministères de la sphère santé sociale qui s'y mettent très rapidement aujourd'hui. Vous aviez en fait l'ACOS juste avant, mais on peut citer la CNAM, qui est un très grand acteur aujourd'hui en fait de l'open source. Et puis l'État continue à avoir une vision stratégique. Vous savez qu'il y a ce grand projet Gaia-X entre la France on va en reparler dans un instant. Et l'Allemagne. Et donc c'est un projet tout à fait essentiel, auquel nous on croit beaucoup. Il faut absolument par contre associer les acteurs spécifiques de la souveraineté numérique. L'Inagora, c'est un acteur de souveraineté by design. Par essence, au niveau de notre création, on a fabriqué une boîte qui contribue au développement de la souveraineté numérique. Donc il faut absolument que Gaia-X n'oublie pas en fait ces acteurs-là. Donc, et que ça ne reste pas juste au niveau des grands... Des très grands. On va en reparler dans un instant parce qu'on aura la directrice générale déléguée de 3DS Outschool. Un dernier mot sur l'Inagora qui fête ses 20 ans. Alexandre Zapolski, dont vous êtes le président. 15 millions d'euros de revenus, on l'a dit, 150 personnes. Vous êtes présent aussi dans plusieurs pays. Et tiens, la Russie, c'est toujours... entre guillemets, étonnant. Non, vous avez trouvé des débouchés là-bas. Racontez-nous pourquoi. D'abord, au меня русский корни, je suis d'origine russe, voilà. Et donc c'est assez logique que ça soit un pays qui m'intéresse. Ma famille a quitté la Russie il y a un siècle de ça, donc moi je suis profondément français. Né à Toulon, j'ai grandi en fait dans le Var avant de venir à Paris, et je me sens vraiment français. Mais mes racines, quelque part familiales, elles sont en Russie. Mais sur notre sujet, c'est que le numérique, il se passe plein de choses intéressantes là-bas en Russie. Ils ont été capables de développer des géants numériques. Il n'y a pas Google, il n'y a pas Facebook en Russie. Il y a Yandex, il y a Mail.ru. Et donc, il y a une régulation très intelligente qui a été mise en place de la part du gouvernement russe depuis des années. Et la Russie a montré qu'il n'y avait pas de fatalité. On pouvait créer une industrie du numérique nationale extrêmement forte. Ils s'étaient même coupé de l'Internet pendant une journée pour voir un peu ce que ça donnait. Enfin, pour voir s'ils pouvaient avoir un Internet qui était résilient. Et d'ailleurs, c'est une question aussi de maturité et d'indépendance technologique. Nous, il faudrait qu'un jour on le fasse au niveau de l'Europe, savoir si on serait capable d'être résilient sans les Américains. Et donc je crois profondément au fait qu'il faut qu'on développe ce que j'appelle la troisième voie numérique, qui est le grand projet que je porte depuis des années, cette idée de faire un numérique alternatif
au numérique américain et au numérique chinois. Ah oui, je pense qu'il est profondément européen, elle est profondément européenne, cette troisième voie numérique, mais elle ne se fera pas seule. Il faudra le faire avec d'autres grands pays. Et parmi ces grands pays, je pense que les Russes sont un partenaire naturel, parce que c'est le grand pays le plus proche de nous, par rapport à l'Inde, par rapport au Brésil, par rapport à d'autres grands pays. Et puis culturellement, ils sont très proches de nous. Oui, donc, je pense même culturellement, mathématiquement, dans la culture mathématique, pas seulement la culture, voilà, si ils ont parlé français, enfin il y a toute cette culture historique, mais je pense même qu'en culture mathématique, de ressenti de l'informatique, on est assez proche. Hein, oui, et puis ils ont une volonté de travailler avec nous. Donc nous, on a créé l'Alliance franco-russe pour le numérique. C'est French-Russian Digital Alliance. On retrouve ça en fait facilement sur Internet. Et on dit à nos amis russes, venez investissez en fait en France. Et on dit surtout à nos amis français, aux autres entrepreneurs français, venez avec nous, investissez. Donc effectivement, l'Inagora Russie existe, hein, l'Inagora Russia existe, on l'a créé et on a déjà des clients en fait en Russie. Et je suis très enthousiaste à l'idée de nous développer dans ce beau pays. Ben tiens, on fera une émission sur la Russie dans quelques temps. On pensera vous réinviter. Merci Alexandre Zapolski d'avoir été avec nous. Et donc bon anniversaire à l'Inagora, entreprise open source qui a grandi, qui fête ses 20 ans aujourd'hui, qui a grandi à la vitesse. Et donc on espère qu'il va accélérer encore à la vitesse à laquelle accélère l'open source aujourd'hui dans les entreprises, dans l'administration, un peu partout, dans aussi des gros projets de recherche. Merci d'avoir été avec nous.